Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Pour la route. Le sujet du jour, c'est les 9 plus grands mythes à propos de la vie en van ou la vie en VR. On se fait tous un portrait de cette vie-là avant de commencer. Je me souviens encore en 2015, quand on a commencé à rêver à vivre la vie en VR, Val et moi. On regardait plein de vidéos YouTube, on regardait plein de publications sur Instagram. C'était les débuts de la grande mode de la van life. On voyait plein de publications à faire rêver. On commençait à voir un petit peu la possibilité, grâce au télétravail, de pouvoir penser à vivre de manière nomade dans un véhicule, puis de pouvoir voyager à temps plein avec nos 2 chiens. La grande liberté, on voyait plein de photos à faire rêver sur les médias sociaux, puis on se disait pourquoi pas nous? Pourquoi on le ferait pas nous autres aussi? Fait qu'on s'est lancé là-dedans en 2016, puis là maintenant, ça va faire bientôt 8 ans qu'on a pris la route pour la première fois. Mon sujet va sembler peut-être un peu négatif. C'est un peu le but de l'exercice aujourd'hui. On parle des mythes, des choses qu'on se fait, des croyances, les fausses croyances qu'on pense que ça représente la vie en van, mais que en réalité, c'est pas toujours parfait, puis il y a plein de désavantages à ce mode de vie-là. Puis on les voit moins un peu sur les médias sociaux, ces désavantages-là. On dirait que les gens font que vanter ce mode de vie-là. Fait qu'aujourd'hui, on vous ramène sur la terre. On lâche nos belles vidéos avec les beaux moments, mais on jase un peu plus des vraies affaires qui sont un peu plus plates de cette vie-là. Mon but, c'est pas de décourager personne parce que, clairement, si on continue à faire ça 8 ans plus tard, c'est parce qu'il y a des très bons côtés. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les plus grands mythes. Le premier étant qu'on peut camper partout gratuitement et surtout sur le bord de l'eau. On dirait, quand on regarde les publications sur les médias sociaux, on dirait que tout le monde est toujours en train de camper gratuitement sur le bord de l'eau, à quelque part, sur le bord d'un lac, sur le bord du fleuve, sur le bord de l'océan. Et on dirait que c'est comme si toutes les côtes étaient libres et qu'on pouvait camper partout, mais en réalité, c'est pas le cas. Premièrement, pour camper gratuitement à quelque part, c'est de moins en moins facile de trouver des emplacements. Je dirais que quand on a débuté en 2016, c'était peut-être beaucoup plus facile à cette époque-là parce qu'on était très peu de gens à commencer à expérimenter le boondocking, à avoir des véhicules qui étaient autonomes avec des panneaux solaires, des batteries. Aujourd'hui, avec la technologie, les gens peuvent s'installer là avec les panneaux solaires, un bon kit de batterie, une antenne Starlink ou un bon forfait d'Internet. Puis ça permet de travailler et de rester là pendant des semaines, chose qui était pratiquement impossible à l'époque, ou du moins très méconnue comme style de vie. Là, aujourd'hui, maintenant, tout le monde est au courant. Il y a des applications où tout le monde se partage les spots, comme iOverlander. Si vous n'avez pas cette application-là, vous manquez quelque chose, mais en même temps, cette application-là est a un peu tué le mode de vie indirectement, parce que là, maintenant, tout le monde connaît tous les spots qui existent pratiquement sur la Terre. Fait que c'est pas vrai qu'on peut camper partout gratuitement aujourd'hui. Ça l'était peut-être plus dans les débuts en 2016. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de trouver des emplacements pour passer la nuit. Les campings sont de plus en plus bondés. On voit ce phénomène-là aux États-Unis, entre autres, pendant les hautes saisons, même au Québec, pendant l'été. Ça commence à être pas mal plein partout parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vivent ce mode de vie-là, puis qui ont besoin d'emplacements partout. Puis il y a de plus en plus de spots. À chaque fois que les gens se partagent les spots, exemple sur iOverlander, souvent, quand il arrive le pic des vacances, là, il y a trop de monde au même endroit. Il y a quelques gens, quelques épais qui vont gâcher le spot en laissant des vidanges ou en étant dérangeants, et ça va faire qu'éventuellement, il n'y aura plus ces emplacements-là de disponibles pour nous. On va avoir des pancartes qui vont dire qu'on n'a pas le droit d'y passer la nuit. Fait que c'est de moins en moins vrai qu'on peut camper partout, même si on a un véhicule qui est bien autonome. Je vois beaucoup de monde s'équiper en autonomie puis qui pensent qu'ils vont pouvoir se stationner n'importe où, dans n'importe quelle rue, puis ils vont avoir une place pour camper gratuitement, mais c'est plus le cas. Je dirais qu'une bonne portion de l'année, de notre côté, on se retrouve à être un peu comme aujourd'hui, on l'est dans un camping, pour avoir la paix, pour être capable de travailler justement sans se faire achaler, puis pas avoir à chercher d'eau et de dump station et d'avoir toutes nos affaires installées, un peu comme si on était à la maison de temps en temps. Fait que ça, c'est le premier grand mythe, qu'on peut se parquer n'importe où pour passer la nuit gratuitement. C'est pas vraiment le cas. Deuxième, achète un VR neuf, t'auras pas de trouble. Ça, c'est pas vrai. Que tu aies un véhicule flambant neuf ou un véhicule usagé,
il va toujours avoir quelque chose de brisé. Surtout si tu vis et voyages dedans à temps plein, ça crée de l'abus comme jamais. Il n'y a pas beaucoup de véhicules qui sont vraiment conçus pour y vivre à temps plein puis de ne pas avoir de l'usure prématurée. Imaginez que votre véhicule, c'est comme une maison qu'on brasse sans arrêt sur la route. C'est clair que ça crée des problèmes. Souvent, c'est des véhicules qui sont maximisés au niveau de la capacité de charge parce qu'on amène full de stock à l'intérieur. Fait que souvent, on maximise la capacité de charge, donc on use tout prématurément sur notre véhicule. Fait qu'il y a toujours quelque chose de brisé. C'est très, très rare. Il faut même s'y habituer et s'y faire. Moi, j'avais bien de la misère avec ça au début. Là, on dirait qu'aujourd'hui, ça me dérange moins. Je me dis, on réparera ça quand ça donnera ou quand il y aura un garage à quelque part. Puis on dirait que j'ai plus de facilité aujourd'hui à passer par-dessus, mais faut s'y faire et il faut s'y habituer. Puis tant qu'à y être, ça m'amène vers notre segment publicitaire d'aujourd'hui, notre commanditaire, pièces d'auto économique. Quel bon moment pour les plugger. Surtout en revenant d'un voyage comme exemple au Mexique où on fait des côtes qui sont hyper à pic. Il y a des speed bumps, des topés qu'ils appellent là-bas, les dos d'âne, très très prononcés. C'est très dur pour nos systèmes de suspension, les pièces, que ce soit les barres joints, les lignes kits, la suspension tout court. Il y en a beaucoup qui cassent des lames. Les freins, bref, en général, quand on revient d'un voyage comme ça, on a besoin d'un entretien et pour trouver la meilleure sélection au meilleur prix, il n'y a pas de meilleur endroit que chez Pièces d'auto économique. Ils sont rendus avec 8 magasins. En 2024, prévoient en ouvrir 2 autres, donc probablement 9 et 10 bientôt. Puis vous pouvez commander en ligne toutes les pièces que vous avez besoin sur le site web pièceséconomique.com. Bref, un gros merci à Martin et son équipe pour de commanditer l'épisode. Puis si vous avez des besoins, vous savez où aller pour réparer votre véhicule. En fait, c'est ça, que ce soit un véhicule neuf ou usagé, vous allez toujours avoir des trucs à réparer. Puis ça, même en sortant d'usine, souvent, même je dirais même que c'est pire. Quand vous achetez un véhicule neuf, il faut au moins le sortir pour un petit road trip avant pour tester tout, puis s'assurer que tout fonctionne parce que c'est souvent dans les premiers kilomètres qu'on va réaliser plein de bris ou qu'il y a plein de choses qui sont mal branchées, des fils qui n'ont pas été bien plugués, des joints de plomberie qui peuvent couler. Bref, le premier voyage, c'est souvent rempli de problèmes. Fait que des fois, d'acheter un véhicule usagé d'1 an ou 2 qui a déjà eu cette première vague de réparation-là, des fois, ça peut être quasiment mieux que d'acheter un véhicule neuf pour avoir vraiment la paix. Mais bref, faut s'y faire. Il y aura toujours quelque chose de brisé sur nos véhicules quand on vit dedans et qu'on voyage à temps plein. Troisième mythe, vivre seul en nature, qu'il y a toujours des endroits calmes et tranquilles pour se stationner. On voit souvent sur Instagram, mais même nous, on est coupable un petit peu de ça. On dirait que quand on est dans un emplacement où on veut prendre une belle photo, souvent on va la cadrer parfaitement pour qu'on ait l'air seul, mais en réalité, des emplacements où on va camper tranquille, seul en nature, c'est assez rare que ça va arriver. Il va toujours avoir à quelque part, au moins un moment dans la journée, où un autre voisin qui va venir se coller sur nous, ou dans un camping, des fois on va être seul, puis là tout d'un coup, le camping se remplit pour la fin de semaine, puis là, on se retrouve avec des voisins très très proches. Des fois, on dirait qu'on voudrait toujours être seul dans les plus beaux emplacements en nature. Du moins, Val et moi, c'est ce qu'on adore, être tranquille en nature. Mais il va toujours avoir des gens autour de nous. Puis ça, c'est peut-être un mythe de croire qu'on peut être toujours seul en nature ou seul dans les campings. Même en voyageant hors saison, finit toujours pour avoir quelqu'un. Puis parfois, en camping, les voisins peuvent être encore pas mal plus proches que quand on est à la maison puis qu'on habite dans un quartier résidentiel où on a des voisins qui sont proches. Des fois, dans un camping comme ici, on a des voisins de tous les côtés qui ont parfois des enfants, des gens qui passent sur notre emplacement. On a comme pas toujours ce feeling-là d'être vraiment chez nous, dans notre véhicule, quand on est en nature. Ou même dans un camping. Ça m'amène même à mon prochain point, le point numéro 4, que tu vas être chez toi partout dans ton véhicule. C'est vrai, je dirais que c'est vrai puis c'est pas vrai. Le soir, on dirait quand on ferme nos stores, nos rideaux, puis qu'on est dans notre petit cocon, on dirait tout le temps qu'on est chez nous, peu importe où on est stationné, peu importe où on est sur la planète. Ça, c'est vraiment le bon côté de la vie en van, ou en VR, c'est que peu importe où tu te stationnes, quand vient le temps de se coucher, tu es dans tes affaires, tu as ton lit,
tu as toutes tes choses, ton petit confort, un peu comme à la maison, mais en étant partout. Fait que, il y a un brin de vérité là-dedans, mais le mythe, c'est le sentiment de se sentir chez soi partout. Il n'est pas toujours là. Je dirais que quand justement tu as des gens qui empiètent, qui se stationnent très très proche de toi, des fois on va se stationner, des fois juste en transit entre deux places, puis on va être stationné dans un parking de Walmart. Puis là, il va arriver un véhicule là, qui va se coller sur nous, même si le parking est gigantesque. Ils vont starter leur génératrice en pleine nuit. Des fois, les odeurs de génératrice rentrent dans ton véhicule ou des fois des voisins qui, nous, on n'est pas des fumeurs, Val et moi, puis on dirait que ça nous incommode peut-être plus que d'autres, mais quand les voisins se mettent à fumer puis que le vent est dans notre direction puis qu'on fait juste respirer ça pendant qu'on mange dehors, exemple, on dirait que là, pendant ces moments-là, on se sent pas vraiment chez nous. Puis on dirait que depuis qu'on est des nomades à temps plein, ça faisait déjà plusieurs années indirectement, on avait comme toujours ce feeling-là d'être à la recherche d'un petit pied à terre ou d'avoir besoin d'un endroit où aller pour se poser de temps en temps puis vraiment se sentir vraiment chez nous, chose qu'on n'avait vraiment pas sur la route. Puis c'est pourquoi qu'on s'est acheté l'année dernière un petit condo pour avoir un appartement, un endroit où on peut revenir de temps en temps pour prendre un break de la route puis une petite pause et dire qu'on a vraiment notre petit chez nous à quelque part. Parce que quand on est sur la route, on n'est pas jamais vraiment chez nous, on est toujours chez quelqu'un d'autre ou sur le terrain de quelqu'un ou même quand on est dans un camping puis qu'on a payé notre emplacement, des fois les gens ne respectent pas nécessairement notre petit coin, des fois il y a de la musique, des fois il y a des choses qui font qu'on ne se sent pas chez nous. Fait que bref, ce feeling-là, il est peut-être un mythe de penser qu'on est vraiment chez nous partout quand on vit dans un VR. Côté météo, on a souvent l'impression qu'en VR ou en van, on peut suivre le beau temps puis qu'on va avoir de la belle température à l'année. Mais c'est pas toujours le cas. Puis des fois, la météo est assez imprévisible. Je donne l'exemple de cette semaine. On est dans un camping. On s'est pris une semaine à cet endroit-là. On a payé pour une semaine, pensant qu'il allait faire beau parce que sur les applications de météo, ça avait l'air d'être pas si mal. Puis finalement, ça fait une semaine qu'il fait pas beau, que c'est très venteux, qu'il pleut, c'est nuageux, c'est plus frais qu'on le pensait. Puis finalement, on profite pas vraiment des installations. Fait qu'avoir su, on n'aurait pas réservé là, puis on aurait juste continué notre route. Mais des fois, c'est dur à planifier en fonction de la météo. Puis on est vraiment on est moins à l'abri des intempéries que quand on habite dans une maison. Quand il y a des très grands vents, on se fait brasser, puis c'est pas agréable de sortir à l'extérieur. Quand il y a un ouragan, exemple, pendant qu'on était aux îles de la Madeleine, ça nous est arrivé de faire face à un ouragan, puis tu es sur une île, tu peux même pas t'en aller. Puis là, tu vas passer au travers d'un ouragan dans un VR, ce qui n'est pas l'idéal. Fait que bref, la météo nous incommode beaucoup plus. Puis c'est moins agréable, exemple, quand on est dans une région où c'est toujours pluvieux, on est toujours enfermé dans un très petit espace, alors que le but de la vie en van ou de la vie nomade, c'est de profiter de l'extérieur le plus possible. Fait que oui, on a beau bien s'habiller, mais quand il pleut pendant 2 semaines en ligne ou 3 semaines, je sais que cette année, les snowbirds qui ont été en Floride, ils ont quand même goûté côté météo, il n'a pas fait beau de l'hiver. Fait que quand tu t'en vas dans une région où il devrait faire beau, mais qui fait jamais beau, c'est pas si agréable que ça rendu là. C'est peut-être mieux d'être dans une maison puis d'avoir plus d'espace pour bouger que d'être dans un petit véhicule enfermé. Le 8e mythe, c'est par rapport à la liberté, parce qu'on nous vend souvent ce projet-là de la vie nomade comme étant la vraie liberté, mais en 2024, avec toutes les lois et règlements de chaque pays, de chaque compagnie d'assurance, au niveau des licences, des adresses, des impôts, il y a plein de règlements à suivre qui font qu'on n'est pas vraiment libre à 100%. Puis surtout, nous, en tant que Québécois, avec notre système de santé, nos impôts qui coûtent cher, en fonction des services qui sont offerts pour nous, parce que quand on n'est pas là, on s'entend qu'on n'utilise pas les services, mais on paye nos impôts quand même. Fait que si vous gardez votre adresse au Québec comme nous on le fait, vous allez vouloir idéalement garder votre RAMQ, votre assurance maladie du Québec. Fait que ça va vous limiter dans les périodes où vous allez pouvoir quitter la province.
Bref, j'ai un article sur notre blog si ça vous intéresse d'avoir tous les détails par rapport à toutes les règles de nombre de jours qu'on peut passer aux États-Unis, nombre de jours qu'on peut passer à l'extérieur du Québec pour conserver son admissibilité à la RAMQ, au niveau des assurances automobiles, des assurances de vos biens dans votre véhicule. Il y a plein de réglementations et de limitations qui font qu'on n'est pas vraiment libre à 100%. Fait que oui, on est beaucoup plus libre que quand on est enfermé dans notre maison puis qu'on a des gros paiements d'hypothèque à chaque mois qui font qu'on ne peut pas sortir de chez nous. Mais on n'est pas libre comme on le voudrait nécessairement à 100% puis on ne peut pas être partout où on voudrait en tout temps. Fait que la liberté, c'est pas tout à fait ça. Neuvième et dernier plus gros mythe par rapport à la vie en van, c'est en fait, c'est un mythe. C'est peut-être un point qu'on sous-estime, mais c'est tous les luxes et les tâches du quotidien qui sont beaucoup plus complexes quand on vit dans un véhicule, que ce soit d'avoir de l'eau à l'infini comme on a à la maison, des égouts à l'infini comme on a à la maison, une toilette illimitée, de l'Internet illimité à haute vitesse, l'électricité, le contrôle de notre température pour être toujours confortable en tout temps, pas trop d'humide, pas trop sec, pas trop chaud, pas trop froid. La gestion de trouver des épiceries, trouver notre bouffe, se faire à manger avec moins d'équipement, le lavage, qu'il faut trouver des endroits pour faire notre lavage à chaque semaine. Tous ces petits points-là, ça a l'air de rien, mais quand tu les additionnes ensemble, ça rajoute un 10-15 heures semaine de gestion de plus, de travail, de tâches de plus qu'on a à faire, en plus de notre travail, en plus de gérer les destinations qu'on va aller puis les activités qu'on veut faire dans nos voyages. Fait que c'est beaucoup de petites choses qui deviennent fatigantes à la longue puis qui font un peu qu'on des fois on a le goût de ravoir un pied à terre de temps en temps pour justement prendre un break de toutes ces tâches-là, d'avoir de l'eau à l'infini, de pouvoir prendre une bonne douche longue, d'avoir accès à une laveuse sécheuse en tout temps. Fait que tous ces petits désagréments-là, des fois, je pense qu'on les sous-estime un peu avant de commencer la vie nomade. Au début, souvent, les premiers mois ou premières années, peut-être qu'on est nomade, qu'on habite dans un véhicule, c'est moins dérangeant, mais je pense que les gens qui finissent par quitter, on a fait une vidéo là-dessus sur les gens qui quittent la vie nomade, on dirait cette année, en 2020, en fait 2023 et 2024, on en a vu beaucoup qui ont abandonné la vie nomade. J'ai l'impression que c'est beaucoup de monde qui ont commencé en même temps que nous, dans les années 2016, 2017, 2018 ou même pendant la pandémie, puis qui là, après une couple d'années, commencent à être fatigués de toutes ces tâches-là, puis finissent par se prendre des pieds à terre ou à revenir sédentaires. Fait que bref, je pense que c'est peut-être un autre des grands mythes qu'on sous-estime. Fait que ça fait le tour un petit peu de mes mythes par rapport à la vie nomade, à la vie en van, la vie en VR. Je suis curieux de savoir de votre côté s'il y en a parmi vous qui vivez la vie en van, si vous avez vécu ces mythes-là, si vous aviez ces croyances-là, puis finalement que ça vous a ramené sur la terre, ou si ma vidéo peut-être va vous en faire découvrir quelques-uns. Bref, je suis curieux de poursuivre la discussion avec vous dans les commentaires. Puis encore une fois, merci beaucoup à notre commanditaire Pièces d'Auto Économique. Si vous avez besoin de pièces, je vous mets le lien dans la description. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!